Côté pro, je vais vous donner des nouvelles du livre. Donc du coup, j'ai commencé à lire le livre. Donc au début, forcément, ça parle des bases de l'investissement. Donc j'ai noté qu'un actif est un bien qui vous rapporte plus d'argent qu'il en coûte. Et un passif, c'est un bien qui nous rapporte moins d'argent qu'il en coûte. Donc c'est vraiment les trucs de base. Ensuite, j'ai marqué les rendements. Il y avait un chapitre sur les rendements. Il permet de mesurer la performance d'un bien destiné à la location, tout simplement. Du coup, il y a le rendement brut, le rendement net et le rendement net. Donc le rendement brut, c'est les loyers sur une année divisé par le prix d'acquisition du bien. Le rendement net, c'est les loyers perçus sur toute l'année moins les charges sur toute l'année divisé par le prix d'acquisition. Et après le rendement net, c'est les loyers moins les charges moins les impôts divisé par le prix du bien dans sa totalité. Donc la rentabilité, c'est le rendement plus l'éventuelle variation de la valeur du bien acquis. Et la rentabilité se calcule seulement après la vente. Parce que la rentabilité et le rendement, c'est pas la même chose. Ensuite, il y avait le cash flow. C'est ce qu'il reste après charge, après impôt, tout ce que tu veux, des loyers qui sont tombés du coup dans le mois. Donc en gros, tout ce qu'il y a dans ta poche. Après, j'ai appris le taux d'endettement. C'est simplement tes dépenses mises en pourcentage. Exemple, 2000 euros de revenus et 800 euros de dépenses. Ton taux d'endettement est donc de 40% par mois ou par an si tu le calcules l'année. En gros, si vous préférez 800 euros, c'est 40% de 2000. Et donc dans la logique, c'est 40% ton taux d'endettement. On dit que c'est ton taux d'endettement. Ensuite, j'ai appris le levier bancaire. C'est tout simplement le fait de pouvoir bénéficier d'un emprunt sur une longue durée pour avoir la mensualité la moins pénible. En gros, avoir le moins à payer tous les mois et donc devenir proprio facilement. Donc le levier bancaire, c'est ça. Après, il avait dit de noter son objectif. Du coup, sur l'île, moi j'ai noté mes objectifs. Donc mon objectif, c'est d'avoir un bien par an jusqu'en 2030. Du coup, dans la logique, j'ai 6 biens d'ici 2030 normalement, que ce soit un appart, un immeuble, un parking, un truc d'entreprise, ce que je veux, quoi. Et mon objectif aussi, c'est d'avoir au moins 400 euros de loyer sur chaque bien. Donc pour les parkings, tout ça, c'est un peu mort, mais vous m'avez compris, en gros, avoir 400 euros de loyer sur chaque bien. Et je parle bien de loyer, donc je parle pas de 400 euros qui me revient tous les mois grâce à un bien, tu vois. Genre, je sais que c'est pas possible. En gros, de gros, 400 euros brut, quoi. Après, du coup, parler d'une stratégie du coup pour comment trouver son bien. Donc là, on parlait de l'emplacement, une ville dynamique, population d'étudiants qui possède de nombreux quartiers avec bonne réputation, etc. Ensuite, il conseillait de ne pas faire de la colocation dans le livre, souvent destiné aux jeunes, donc il peut y avoir un problème de voisinage ou de cohabitation, parce que c'est vrai que les jeunes, on est tous des gamins et du coup, on se dispute assez facilement. Donc ensuite, il parlait de la location uniquement avec des immeubles, parce que c'est le truc qui est le plus rentable possible, mais après, c'est normal vu que c'est le truc le plus cher. Des immeubles, ça permet d'avancer plus vite, parce que forcément, on a plus d'argent. Ça peut aller de 30 000 à plusieurs milliers d'euros, donc apparemment, il existe des immeubles pour 30 000 euros, mais là, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire. Il n'y a aucune copropriété, du coup, tu ne payes pas d'assurance ou de charge de copropriété, je sais plus ce que c'est là, mais il y a un truc de copropriété quand tu as un appartement dans un immeuble qui est pas à toi. Et puis apparemment, c'est moins demandé par les investisseurs, du coup, il y a moins de concurrence. Et du coup, l'inconvénient des immeubles, forcément, parce que c'est pas parfait, c'est qu'on est les seuls à payer les travaux, et puis c'est très risqué. Si vraiment ton coût est pas calculé et que tu as fait de la merde, ce sera jamais rentable. Après, il parlait des achats avec beaucoup de travaux, donc ça permet d'avoir un appart moderne, parce que forcément, tu rénoves tout. C'est beaucoup moins cher, forcément. C'est plus facilement négociable. Il y a moins de concurrence parce que peu de personnes veulent acheter avec beaucoup de travaux, même si quand même en ce moment ça commence à être la mode. Fiscalement, c'est plus avantageux grâce aux amortissements, comme je vous ai dit la semaine dernière. Avec tous les travaux, tu peux les amortir, du coup payer moins d'impôts. Tu peux assurer une plus-value plus facilement aussi, et tu peux mettre plus facilement en conformité, c'est-à-dire l'électricité, l'eau, etc. Le gaz, des trucs comme ça là. Après, il parlait des fondamentaux pour un investissement sûr. Donc au départ, on parle du prix d'achat, toujours acheter en dessous ou au prix égal du marché. Connaître le prix au mètre carré. Attention aux travaux. Trop de travaux peuvent faire dépasser le prix au mètre carré. Oui, parce que tu peux très bien faire une offre de baiser, genre en mode acheter je sais pas combien en dessous du prix du mètre carré, et en fait t'as tellement fait de travaux que du coup maintenant ça vaut beaucoup trop cher et t'as beaucoup trop dépensé et c'est impossible à vendre, tu vois, par rapport au prix du marché qu'il y a. Faut avoir l'expérience du terrain, c'est-à-dire connaître vraiment son endroit, avoir déjà vécu, etc. Et aussi le secteur géographique, c'est-à-dire à l'échelle du quartier, savoir si ta maison dans le quartier c'est un bon quartier, etc. S'il est pas trop bruyant, si c'est pas chiant, etc. Et puis à l'échelle de la ville, si vraiment c'est une bonne ville qui se développe bien, etc. Ensuite, parler de résidence principale ou investissement locatif. Apparemment, du coup, il disait d'acheter sa résidence principale. Du coup, il disait d'acheter sa résidence principale seulement si le loyer que tu donnais était plus cher que la mensualité de l'achat du bien. Par exemple, tu payais 750 euros de loyer quand tu étais locataire, et si tu achètes ta résidence principale, on va dire, je sais pas, t'as 500 euros d'emprunt tous les mois payés, du coup, bah forcément, c'est rentable vu que tu payes 250 euros de moins que d'avant, quoi. Pour acheter sa résidence principale, il faut surtout pas utiliser sa maximum capacité d'emprunt, genre. Parce que vu que c'est pour toi, c'est pas un truc où tu vas te faire de l'argent dessus, il faut surtout pas que tu utilises tous tes moyens, quoi. Après, il parlait de trouver où investir, donc la proximité, c'est un argument incontestable. Tu connais déjà le secteur, forcément, vu que tu habites pas loin. Il y a le réseau qui peut t'aider, parce que peut-être que tu connais de la famille là-bas ou ce genre de choses. Et du coup, ils peuvent t'aider déjà pour savoir si le quartier est calme, pour savoir si la ville vraiment s'améliore, pour savoir s'il y a des biens à vendre hors internet, tu vois. Ensuite, il parlait de la rentabilité pour trouver où investir.
il faut une rentabilité minimum de 8%. Donc je sais pas du tout s'il parlait de brut, de net ou je sais pas, il a juste dit 8%. Il faut une ville absolument dynamique. Et aussi il faut une demande suffisante en location. S'il y a personne qui veut louer là-bas, ça sert à rien que tu achètes là-bas. Ensuite il faut faire une étude de marché du bien. Du coup en gros, ensuite il faut faire une étude du marché pour savoir où investir. C'est-à-dire au niveau de la ville, connaître les points forts de la ville. Par exemple les entreprises qu'il y a, s'il y a des grosses entreprises genre un gros entrepôt Jiffy où il y a tout qui est fabriqué, ou alors s'il y a juste des petites boulangeries par-ci par-là, enfin voilà, pour voir s'il y a de l'administration, par exemple la CAF, tout ce genre de trucs. Et puis des établissements, genre des lycées, des universités pour savoir s'il y a beaucoup de jeunes aussi. Ensuite il faut connaître la population. Donc en gros la croissance de la population, si vraiment la ville se développe bien, l'âge moyen, et est-ce que s'il y a plus de locataires ou de propriétaires dans la ville, parce que s'il y a plus de propriétaires, ça peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de demandes, tu vois. Ensuite il faut connaître les quartiers, donc là tu vas sur Google Maps et puis tu te balades, ou alors tu appelles des agences et tu leur demandes, tu te fais passer pour un acheteur et puis tu te dis est-ce que le quartier là il est calme ou pas, et puis voilà. Et ensuite apparemment pour faire une étude de marché aussi sur la ville, il faut publier des annonces fictives. Donc en gros t'es là, tu vas publier une maison ou un appart à louer, etc. sur le bon coin ou ce que tu veux, et après tu verras du coup ton taux de réponse. Et du coup si tu vois qu'il y a beaucoup de demandes, bah c'est que c'est demandé. Si tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de demandes, c'est que c'est pas demandé tout simplement, et du coup voilà. Ensuite faut connaître ses limites financières. Donc là dans le livre il parlait de mettre maximum 100 fois son salaire net. Par exemple vous avez un salaire net de 1005, du coup le maximum que tu peux mettre c'est 150 000. Bon après je pense que ça dépend de beaucoup de choses. Si tous les mois tu n'arrives même pas à tenir à tes 1005, voilà quoi. Et tu vois moi vu que je suis chez mes parents, les 1004 que je gagne je les économise à 100%, et du coup là je peux encore plus investir, peut-être que 10 fois mon salaire, tu vois. Mais je pense que ça dépend d'énormément de choses. Après il parlait de où chercher, donc il cherchait sur internet avec plein de sites, donc tous les sites je vous les mets en description. Voilà, il n'y a pas de lien d'affiliation, je sais pas quoi, je sais pas comment on fait. Et du coup voilà, je vous les mets parce qu'il y en a beaucoup en fait. Donc ensuite bien sûr il y a les agences IMO, tu vas dans les agences IMO et c'est là où tu peux aussi chercher. Et puis aussi il y a les chasseurs IMO. Donc là les chasseurs IMO c'est tout simplement c'est toi qui vas déléguer ta prospection de biens entre guillemets, on va appeler ça comme ça. Voilà, pour éviter de chercher qu'il y a un gars qui cherche pour toi quoi. Ensuite parler de techniques pour chercher, donc regarder des biens en location et demander si elles sont en vente, parce qu'on sait jamais, ça se trouve les gens ils veulent les vendre aussi. Voilà, donc c'est ce qu'il disait dans le livre. Chercher des biens où juste un coup de fraîcheur est à faire. Par exemple souvent les biens des vieux ils ont peut-être été refaits, mais c'est juste la décoration vraiment qui est dégueulasse et tout, et qu'il faut juste refaire. Donc ça c'est vraiment des biens qui sont rentables apparemment. Et puis ensuite il faut apparemment créer un tableau sur Excel du coup et noter le nom du propriétaire, le lien de l'annonce, sa réponse si ça a été oui ou non, et puis toutes les infos du bien. Donc c'est bien sûr après avoir appelé le mec pour savoir s'il louait ou s'il vendait son bien. Ensuite il parlait de comment visiter et négocier. Faut venir 30 minutes avant pour visiter le quartier, pour savoir comment ça se passe, s'il est bien propre, s'il est bien entretenu, etc. Regardez s'il y a des places de parking proches, enfin bref t'évalues le quartier quoi. Et donc ça faut vraiment le faire avant la visite, et donc pendant la visite il faut faire. Enfin déjà il faut regarder du moins, donc d'abord en extérieur tu vas évaluer l'état de la façade, s'il y a de la moisissure, s'il y a des fissures, etc. L'état de la toiture, l'état des parties communes. Ensuite à l'intérieur tu vas regarder s'il y a un compteur propre à lui. Si tu es par exemple dans un immeuble que tu achètes un appartement, s'il a un compteur qui est relié à tout le monde, ça c'est pas bon. Il faut vraiment un compteur propre à lui. Regarder le type de fenêtre, l'isolation, etc. Vraiment les trucs de base quoi. Mais de toute façon plus tu vas faire de visites, plus tu vas savoir qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut pas regarder, etc. Donc ensuite il y a l'électricité, le système de chauffage, la ventilation mécanique contrôlée, que ça je crois c'est un truc quand tu es dans la douche, c'est toute la buée qu'elle aspire et tout, je sais pas, je crois c'est un truc comme ça. La qualité du sol, les nuances sonores, la qualité du sol, les nuances sonores. Donc petit tips, faire une double visite, faire une la journée et une la soirée pour savoir s'il y a du bruit la soirée ou la journée, ou s'il n'y a pas du tout de bruit pendant toute la journée, ça c'est plutôt cool. S'il y a la présence d'amiante, donc je sais plus du tout ce que c'est, d'ailleurs. S'il y a de l'humidité. Donc ensuite, après la visite, il faut demander les 3 derniers procès-verbaux d'assemblée générale. Si vous devez payer une taxe de copropriété, en gros si vous avez un appartement dans un immeuble mais que l'immeuble n'est pas à vous, le carnet d'entretien de la copropriété, les taxes foncières, les diagnostics obligatoires, etc. Les diagnostics obligatoires c'est l'électricité, l'amiante, l'état des risques et pollution, performance énergétique, audit énergétique. Ouais bref, même moi je me suis perdu là. Ensuite la négociation, il faut négocier absolument tout le temps, il faut vraiment être chiant. Parce que là c'est l'investissement d'une vie quoi, on parle pas de 2000 balles, là t'as intérêt à vraiment être chiant, parce que là c'est toute une vie quoi que tu investis. Renseigner sur les vendeurs, par exemple poser des questions où ils comptent partir après avoir vendu, pourquoi ils vendent, etc. Enfin bref, des questions comme ça pour en connaître un petit peu plus sur le bien quoi. Comment vous avez trop peur de lui poser des questions, vous demander à approche d'appeler le propriétaire et de lui poser des questions, etc. Et qu'il se fasse passer pour un investisseur bien sûr. Il faut lui poser des questions aussi depuis combien de temps il a le bien, pour savoir si par exemple ça fait que 5 ans qu'il a son bien, ça va être très difficile de négocier le bien parce qu'il a aussi besoin de rembourser son bien et en plus de faire de la plus-value. Il faut faire de l'agent IMO notre allié, c'est lui qui défend notre offre auprès du vendeur, donc entretenir une bonne relation avec lui est très important. Ensuite il y a l'argumentaire, et c'est indispensable de trouver les argumentations pour faire baisser le prix. Genre je sais pas, il y a une fissure là sur le mur, etc. Du coup ça va coûter des travaux, falloir enfin bref, tout et n'importe quoi vraiment pour faire baisser le prix. Ensuite on parle des prélèvements sociaux, donc en détail cette fois-ci. Donc dans les prélèvements sociaux il y a quoi? Il y a la CSG à 9,20%,
la CRDS à 0,5%, puis les prélèvements de la solidarité à 7,5%, donc ça fait un total de 17,2, parce que les prélèvements sociaux du coup sont à 17,2. Bon les gars, je vais pas continuer, sinon la vidéo va durer 40 000 ans. Du coup la semaine pro je vais vous parler du livre, mais que des points vraiment importants à apprendre que je connaissais pas du tout avant, et que voilà, parce que là ça va durer trop longtemps frère. Ensuite j'ai appris l'abattement, qu'est-ce que c'était, donc un petit QCP qui est concerné par l'abattement. Cela concerne en majorité les impôts sur les revenus, mais l'abattement peut aussi être appliqué sur les taxes d'habitation, la taxe foncière ou bien en droit de succession. C'est quoi? C'est une déduction d'impôt, où c'est en France, quand, lors de votre déclaration de revenus, comment cette déduction peut se représenter sous la forme d'un pourcentage ou d'un montant forfaitaire, somme d'argent, appliqué à la base d'imposition des revenus du foyer ou du contribuable. Pourquoi ça a été créé? Ça a été créé pour diminuer les impôts. Combien? Ça dépend de beaucoup trop de choses en fait. Ça dépend de qu'est-ce que c'est l'abattement, ça dépend de... Enfin bref, laisse tomber. Ensuite côté perso, j'ai acheté ma bagnole, voilà, j'ai acheté une bagnole, donc voilà, une Golf 4 de 2002, elle a 90 chevaux, c'est 1,9 litres TDI, elle a 5 portes, elle a 270 000 km, tout ça pour 3000 balles. Donc dites-moi du coup si ça a été worth ou pas de l'acheter, enfin rentable en gros, enfin bref, si je me suis pas fait niquer la gueule. Et puis qu'est-ce qui se passait de pas bien côté perso, j'ai failli prendre une décision de merde, c'est-à-dire que je voulais reprendre la compétition Fortnite pendant une saison, mais une saison c'est 3 mois. Et là, avant la fin de l'année, il me reste 3 mois. Donc en fait, ça aurait été complètement con de reprendre la compétition, sachant que maintenant je dois me former sur l'immobilier. Donc en fait finalement j'ai pas du tout eu le temps de jouer, enfin tous les soirs j'ai limite jamais le temps de jouer, du coup c'est bien parce que ça fait que j'ai pas repris la compétition. Ensuite côté dépenses et revenus, cette semaine en dépenses j'ai juste dépensé sur la bagnole les moins 3000, donc là ça fait mal. Et donc en revenus j'ai eu mon salaire qui était de 1382,58 centimes je crois, un truc comme ça, que je suis un peu le seum quand même, je pensais que j'allais avoir au moins 1005, là j'ai même pas 1004. Aïe aïe aïe. Ensuite en anglais je vous affiche mon graphique à l'écran. Et puis cette semaine en orthographe. J'ai fait une moyenne de 78,34% cette semaine. Puis voilà, du coup les gars je vous mettrai trop en description. Et les gars s'il n'y a pas eu de montage c'est parce que j'ai vraiment la flemme de le faire. Du coup voilà. Et puis je vous dis my beyond day à la semaine pro.